Thank you, Mr. Nunah, for your great words. Indeed, this school doesn't offer just only studies to students, it offers chances, opportunities, it gives them chances to express themselves. We hope that this is not only the last edition, there will be, inshallah, other editions of this event, inshallah. Now I would like to thank Mr. Boushaid Bounabat for his presence with us today. Innovation Advisor of President of University Mohammed V of Rabat and Director of the City of Innovation in Rabat. Bonjour. Donc chers collègues, monsieur le directeur, monsieur le membre du jury, donc en fait, ce professeur Boushaid Bounabat, ce conseiller, monsieur le président de l'université, l'innovation et l'internationalisation. J'ai aussi en charge la direction de la Cité d'innovation de Rabat, qui est la cité de votre université. Et donc, tout d'abord, je vous passe les salutations chaleureuses de M. le Président et aussi toutes ces félicitations pour cet événement très réussi, Inch'Allah. Et moi, je suis sûr que ça va réussir parce que, au-delà de la qualité du jury et de la qualité de l'organisation, je vois aussi les visages des concurrents et je vois un certain stress, et c'est un stress positif. J'ai vu des élèves, des étudiants, ça me fait chaud au cœur, qui répètent et qui répètent. Et c'est sûr que ça va se faire, Inch'Allah. Et de toute façon, tout le monde va sortir gagnant. Tout le monde va sortir gagnant parce qu'il n'y a pas que le gain, disons, pécunier de l'argent, il n'y a pas que le prestige du gain, mais il y a le gain personnel. Le fait de dire, je ne veux pas être qu'un bon élève, qu'un bon étudiant, bien qu'un bon étudiant, mais je vais passer un pas, hein, je vais casser ce qu'on appelle un plafond de verre, et je vais être une entrepreneur ou bien un entrepreneur, et je vais innover, je vais valoriser, je vais vendre, je vais marketer, je vais tout simplement valoriser mon savoir-faire et ce que je suis. Et rien que le fait d'avoir cette pensée positive va vous permettre vraiment de réussir plein de choses, non seulement dans la vie professionnelle, mais dans votre vie personnelle. Et ces grains-là que vous êtes en train de semer actuellement vont rester toute votre vie, ne vous inquiétez pas. Rien que la participation vaut la réussite, et je peux vous le garantir. Donc voilà, donc, je vais vous parler un petit peu du pôle innovation de l'université. Je vais être assez bref, mais surtout pour placer tout cela dans un contexte particulier, celui de l'université entrepreneuriale. Il faut bien comprendre quels sont les enjeux actuellement qui sont qui sont ressentis au niveau international et donc qui sont répercutés au niveau national, local, etc. Pour tout ce qui est innovation, tout ce qui est valorisation, ce n'est pas qu'une question de hackathon, ce n'est pas qu'une question d'une compétition. Monsieur le directeur a parlé tout à l'heure d'une entreprise marocaine très très innovante. Je l'ai accompagné pour la visiter. Sincèrement, c'est quelque chose dont on peut être fier. Un jeune qui a fait l'université, qui a continué, qui a fait plein de choses. C'est un homme de terrain et je crois que les UST forment les hommes de terrain et ce sont des gens qui sont très pratiques, qui sont très très proches de ce qui doit être vendu, de ce qui doit être valorisé. Et sincèrement, on a été tous agréablement surpris et très très fiers lorsqu'on voit le Made in Morocco dont on a parlé, mais pour des produits, des technologies de haute valeur. Et donc, pourquoi pas tous ici sauter ce pas-là. Donc, l'innovation et la valorisation au niveau de notre université, l'établissement de l'université, nous sommes les premiers au niveau national de tout ce qui est dépôt et validation, homologation des brevets. Donc, les brevets qui peuvent être valorisés, soit en termes de licence, soit en termes de produits innovants qui peuvent être marketés et vendus. Rien que pour cette année 2019-2020, mais 2020-2021, les chiffres vont être beaucoup plus à la hausse. On a enregistré pas mal d'avancées au niveau des brevets enregistrés, déposés, des startups aussi qui sont soutenus, des distinctions internationales. Et il y a actuellement un impératif, c'est celui de l'innovation. Vous m'écoutez là comme ça, parce qu'avec le micro, je suis un peu gêné. Le professeur parle avec les mains plus qu'avec
Donc, l'impératif d'innovation et de valorisation qui sont devenus des véritables avantages compétitifs de notre université. Et le mot avantage compétitif est très important parce qu'on est dans un système public. Alors pourquoi on parle de compétition? Parce que tout simplement, il y a des tendances de fond actuellement. Et je voudrais vraiment votre attention pour comprendre ce qui se passe actuellement au niveau de l'enseignement supérieur, de la recherche et d'innovation et où s'inscrivent ce type d'initiatives qui sont en train d'être lancées dans notre université. Les tendances de fond, il y a deux grandes tendances. La première, c'est le repositionnement des universités à l'international. Donc on est de plus en plus confronté à de la concurrence et de la compétitivité. L'arrivée des mastodontes étrangères sur le sol national, sur le territoire, et donc le fait d'être aussi compétitif qu'eux, peut être mieux qu'eux. Pourquoi? Parce que tout simplement ils ont certaines forces et forces de frappe et puissance de feu que nous n'avons pas. Deuxièmement, c'est tout ce qui est autonomie financière. L'université se dirige vers son autonomie financière et donc le volant de nouvelles sources de financement. Donc, ça concerne aussi l'argent. Deuxième chose, c'est la nomadité des métiers. Vous appartenez à une génération qui va changer en 8 ans, 10 ans, plus vous allez changer 10 fois de métiers. Vous savez que 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. C'est vous qui allez peut-être, inventer les nouveaux métiers. Et donc, les établissements universitaires, ils ont changé de mission. Ils ne vont pas simplement apprendre aux gens des connaissances, mais ils vont leur apprendre à apprendre rapidement, à changer, à s'adapter. C'est ce qu'on appelle la nomadité, c'est ce qu'on appelle tout simplement le changement de carrière qui doit être proactif plus que réactif. Alors tout cela, ça a donné une université de ce qu'on appelle une université de troisième génération. Cette troisième génération, c'est une université qui est au cœur d'un milieu socio-économique, qui est relié directement vers le milieu socio-économique et qui va s'adapter par rapport à ce que veut le milieu socio-économique. Et là, en bon professeur, j'ai préparé un bon tableau pour vous pouvez, avoir le temps pour le voir. Il y a une historique de ce qu'on appelle les générations des universités, l'université de première génération, l'université de Kharaoui, l'université de Paris, l'université de deuxième génération, donc celle qu'on connaît, donc de 1500 jusqu'à 2000, et l'université de troisième génération à partir de 2000. Alors, rien qu'en lisant un petit peu les lignes qui sont là, l'objectif pour la première génération, c'était l'éducation, la défense de la vérité, c'était scolaire. On avait affaire à un professeur qui professait la foi, qui professait des vérités qui étaient là. Et l'orientation était universelle, parce que ce sont des vérités que tout le monde doit avoir. De le mot université, parce que c'était des vérités universelles. Et les langues, c'est du traditionnel, l'arabe, le latin, le grec, et l'organisation universitaire avec un chancelier, un recteur, etc. Alors, de 2500 à 2000, l'université a changé. Malheureusement, par rapport à notre niveau national, on est encore dans la deuxième génération. On est en train de travailler pour passer à la troisième génération. Donc tout ce qui est éducation et recherche, vous voyez que ce n'est pas simplement que la défense de la vérité, ça dépend de la vérité, mais aussi de la découverte de la nature. Parce que la deuxième génération des universités, c'était surtout pour se poser des questions, c'est pas simplement pour donner des réponses. Et donc là, c'est un professeur scientifique, l'orientation était nationale pour répondre à des problématiques nationales, c'était des sciences monodisciplinaires. On trouvait des écoles de médecine, des écoles de mathématiques, des écoles de droit, etc. Tout ce qu'on a actuellement. Et bien sûr, les langues internationales, donc l'arabe, le français, l'anglais, l'allemand, etc. Alors depuis 2000, il y a eu un changement. Un changement, et si vous êtes un petit peu sensible à tout ce qui est classement des universités, on a maintenant les universités mieux classées, ces universités dites de troisième génération, qui font de l'éducation, de la recherche et de l'exploitation des savoir-faire, qui font de l'innovation, qui font de la valorisation du brevetage et la transformation du brevet sous forme de richesse, de création d'emplois. Et donc en fait, l'université il est au milieu, il est au cœur du système de l'écosystème pour créer de l'emploi, création de la valeur, de l'homo-valorisation. Les sciences sont interdisciplinaires. On va trouver de moins en moins des filières qui concernent qu'une seule discipline. Il va y avoir plusieurs disciplines. On va trouver par exemple l'informatique, oui, mais l'informatique pour l'éducation.
l'informatique pour le gouvernement, l'informatique pour la santé, l'informatique pour le business. Et donc on est obligé de faire de l'interdisciplinaire. Vous continuerez certainement après le ST pour d'autres types de métiers, ça va être des métiers interdisciplinaires. Et ce n'était pas pour répondre à des besoins nationaux. Moi j'appartiens à une génération, on a fait l'université pour répondre au nombre de professeurs, au nombre d'avocats, au nombre de médecins, etc. Actuellement, vous le savez très bien, il y a l'immigration particulièrement ajoutée. Et donc, en fait, ce n'est pas que national, ce n'est pas que universel, mais c'est mondial, dans le sens global. Ça répond à des besoins de la globalisation et bien sûr de la langue, c'est l'anglais. Vous voyez que toutes les universités actuellement de par le monde sont en train de se transformer pour devenir université de troisième génération, et à condition, troisième génération, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'université, l'EST par exemple, ou bien l'INI, ou bien l'ESIAS, ils ne vont pas se diriger vers l'entreprise pour demander un stage, pour demander un recrutement, bien pour demander une participation dans un jury par exemple, mais elle va se diriger en tant que fournisseur, en tant que vendeur d'une connaissance qui est valable, qui a de la valeur. Et bien sûr, l'écosystème il va se diriger vers elle en tant que client, mais à condition que ce qu'on va offrir ait de la valeur. Donc l'innovation, par rapport à l'université Mohamed V, c'est écrit, c'est inscrit même dans la vision. Une université entreprenante, entrepreneuriale et collectivement performante. Et si on retrouve un petit peu la signification de l'université entrepreneuriale, c'est une adaptation de la troisième génération. Elle développe une capacité institutionnelle, ce que vous êtes en train de voir maintenant, tout ce qui est événements, hackathons, start-up, etc., maison de l'entreprise ici, ça fait partie des capacités institutionnelles de votre établissement pour soutenir la création de nouvelles organisations hybrides. En fait, ce sont des start-up qui peuvent opérer à l'intérieur du cadre académique. Nous avons donc deux missions, les missions classiques, la mission d'enseignement d'excellence et la mission de recherche pour perte compétitive, mais de plus en plus, on inscrit la mission d'innovation, une activité d'innovation et de valorisation économique performante. Alors, au niveau de notre université, voilà comment on définit l'innovation, la politique qu'on suit. Vous avez votre université, je vais bien sûr enlever le voile, vous allez voir ce qu'il y a derrière, mais on a aussi de l'autre côté tout ce qui est l'écosystème. C'est l'écosystème, c'est les administrations publiques, les institutions de gouvernance, les entreprises privées, les clusters, etc. Ce qu'on sait faire, nous, au niveau de notre université, au niveau de nos établissements, c'est transformer l'argent en connaissances. Les salaires, les primes, les bourses, les projets, les fonds, etc. Lorsqu'on parle de l'innovation, c'est le fait d'améliorer et de nous rendre capables de transformer la connaissance en art. Donc derrière l'idée d'innovation, il y a toujours une création de richesse, une création d'emplois, etc. Et pour cela, donc notre université est en train de s'outiller par des capacités institutionnelles, par des projets aussi. Nous avons la Cité d'innovation et nous avons un réseau qui est formé par les différents espaces d'innovation qui sont disséminés dans tous les établissements de notre université. On a ici la maison de l'entreprise qui va être boostée, qui va être, aidée, soutenue pour réussir cette mission d'innovation. Mais on a une CIAS Valley, on a le centre national de prototypage au niveau de l'ENSAM, on a 5 espaces d'innovation au niveau de Mohamedia, on a des espaces d'innovation au niveau de la faculté des sciences, mais les facultés de sciences juridiques aussi et contribuent. Donc c'est notre vision, la cité d'innovation en tant que centre de moyens et les différents espaces. Et donc vous avez la cité d'innovation, il y a le site FM de votre université pour venir la voir, la visiter. C'est un guichet unique pour les industriels, les espaces de recherche, développement et innovation de notre université. Nous hébergeons et nous développons la chaîne d'innovation, valorisation, pas simplement au niveau de la cité, mais au niveau aussi
des autres espaces, depuis la phase de maturation jusqu'au transfert de technologies à l'industrie. Donc, je vais vous faire un petit peu l'économie de l'organisation interne, mais il est organisé de telle manière à ce qu'elle satisfasse les clients, qui est le professeur, qui est l'inventeur, le chercheur, le doctorant, l'étudiant, qui a un brevet ou bien une protection de propriété intellectuelle à demander. C'est cette innovation qui s'en charge. Nous recevons, analysons, étudions, accompagnons et accélérons les projets d'innovation depuis l'idée jusqu'au produit final avec tout ce qui est brevet, licence, start-up, etc. Et nous faisons beaucoup aussi de marketing, de communication autour de l'idée de l'innovation et aussi de son application dans les différents établissements. Bon, maintenant, simplement pour vous dire que même les process industriels, vous savez ce que c'est, elles sont formalisées depuis la demande d'un soutien, d'un support, jusqu'au l'accompagnement, qu'il soit financier, ou bien légal, ou bien entrepreneurial, ou même de prototypage et la mise du produit sur le marché. Nous avons aussi un espace d'accélération. Cette année, on a fait démarrer 5 startups qui viennent de l'extérieur, mais qui travaillent en collaboration étroite avec des équipes de recherche dans notre université. Donc c'était la première de ce programme. Vous avez ici, ça va du financement 4.0 jusqu'au Smart Mobility, agriculture de précision, Green Aman, digital, etc. Donc nous sommes assez ouverts pour ces idées d'innovation, à condition que ça soit maturé au niveau de l'établissement, et puis au niveau de cette innovation, ça va être un espace d'accélération. Alors, créer son entreprise, ça c'est un scénario type. Créer son entreprise en sortant de l'enseignement supérieur, soit Bac plus 3, soit Bac plus 5, soit même un docteur. Donc, lancement, donc déjà avant, il faut être proactif, il faudra lancer son projet start-up à la taille de ses études, au sein du point focal, c'est-à-dire au sein de l'espace d'innovation de votre établissement, même sans moyens personnels. C'est vraiment très opportun pour les projets lancés dans les matériels, dans tout ce qui est Internet, qui ne nécessite pas des investissements très lourds au départ. Docteur Saleh, quelques pistes pour le porteur du projet. Il peut se tourner vers son point focal au niveau de l'établissement, incubateur ou accélérateur, pour démarrer le projet, se faire accompagner par le centre universitaire d'entrepreneuriat, que vous connaissez tous, l'université, ou se faire héberger éventuellement au niveau de la cité d'innovation, nouer éventuellement un partenariat avec un laboratoire de recherche, parce qu'on veut valoriser aussi tout ce qui est fruit de travaux de recherche, profiter ainsi des appels à projets de recherche et de leur financement, s'entourer d'enseignants, de consultants, de conseillers au niveau de l'entrepreneuriat, toujours avec l'accompagnement pour transformer la connaissance en argent, et puis après obtenir des prêts d'honneur, etc. La Cité d'innovation est en train de s'organiser pour aider cette partie financière à monter, à faire des montages financiers pour aider les jeunes entrepreneurs. Voilà. Donc ça c'est une... par rapport aux publications, nous publions régulièrement des newsletters. Nous avons été aussi à l'origine du numéro Covid-19 de l'UNICEF. Voilà. Et je vous remercie.